Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que peu de gens connaissent, une vérité qui peut transformer votre vie. Nous avons hérité d'un héritage divin, un corps parfait, un organisme capable de se régénérer, de s'adapter, de se transformer. Mais un secret que peu connaissent, cette perfection n'est pas garantie. Elle exige de l'entretien. C'est pour cela que j'ai créé Monsieur Naturel, pour réconcilier l'héritage divin avec la science moderne. Armés de connaissances et de tout ce que peut nous offrir de mieux l'intelligence, nous transformons notre corps en forteresse de santé. Car entretenir ce que nous avons de plus cher en nous, c'est notre plus grand acte de respect envers la vie. C'est ça, l'alchimie naturelle. Et voici ce que vous devez savoir. Le miel, on a tous l'impression de connaître, pas vrai? Cette petite douceur dorée sur nos tartines le matin ou dans une tisane le soir. Mais si je vous disais que derrière cette image toute simple se cache en réalité un monde d'une complexité et d'une intelligence assez folle. Allez, on va plonger ensemble dans les vrais secrets de ce trésor de la nature. Voilà, c'est exactement cette image qu'on a en tête. C'est un réflexe, un petit plaisir. Le miel, ça fait partie de notre quotidien. C'est un peu un symbole de réconfort, de douceur. Une cuillère par-ci, un filet par-là. C'est simple, c'est bon. Et on a tendance à le prendre un peu pour acquis. Mais justement, et si on regardait au-delà de la gourmandise? Si ce pot de miel-là sur l'étagère contenait bien plus que du sucre? S'il était le résultat d'une alchimie incroyable, et même une sorte de pharmacie naturelle? C'est tout ça qu'on va découvrir ensemble. Et croyez-moi, vous risquez d'être surpris. Bon, tout commence ici, au cœur de la ruche. Il faut bien comprendre que le miel n'est pas juste trouvé ou récolté par les abeilles, non, non. Il est littéralement fabriqué, il est transformé par un processus collectif d'une précision biochimique hallucinante. C'est une véritable usine vivante. Ok, pause rapide. Si cette vidéo vous plaît, like, c'est gratuit et ça booste la vidéo. 2. Abonnez-vous, chaque semaine on sort du contenu qui change la vie sur la santé naturelle, je vous le promets. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est vous connaître. Dans les commentaires, une seule question simple. D'où tu me regardes? Mais ta ville, ta région, ton pays, ça peut être une chose toute bête. J'adore voir cette diversité. Je lis tous les commentaires et j'aime engager une vraie conversation avec vous. Allez, on continue. Ok, alors décortiquons un peu ce processus qui est juste fascinant. D'abord, la butineuse aspire le nectar qui est gorgé d'eau et le stocke dans son jabot. Et là, immédiatement, une de ces enzymes, l'invertase, se met au travail. Elle commence à découper les sucres complexes en sucres plus simples, le glucose et le fructose. De retour à la ruche, elle régurgite ce nectar à une autre ouvrière. C'est ce qu'on appelle la trophalaxie, ce bouche à bouche qui va continuer d'enrichir le nectar en enzymes. Ensuite, l'étape cruciale, la déshydratation. Le nectar est déposé dans les alvéoles et les abeilles ventileuses battent des ailes à toute vitesse pour créer un courant d'air chaud. Le but, faire passer la teneur en eau de 70% à moins de 18%. C'est énorme. Et enfin, quand le miel est mûr, hop, elle scelle l'alvéole avec de la cire. Le produit est stable et peut se conserver pendant des siècles. Et c'est là que ça devient encore plus étonnant. Le point de départ, ce n'est pas toujours une fleur. Parfois, ce sont des pucerons. Oui, ces insectes se nourrissent de la sève des arbres et rejettent un liquide sucré, le miella. Eh bien, les abeilles, très pragmatiques, le récoltent comme si c'était du nectar. C'est comme ça qu'on obtient les miels de forêt ou le fameux miel de sapin. Ils sont souvent plus foncés, moins sucrés, mais très très riches en minéraux. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas un seul miel, mais des miels. La plante d'origine, le terroir, la saison, tout va jouer sur sa couleur, sa texture, son goût. Finalement, chaque pot de miel raconte une histoire florale et géographique qui lui est propre. Alors, pour s'y retrouver un peu, on distingue deux grandes familles. D'un côté, le miel monofloral. Pensez au miel de lavande, d'acacia. Il vient majoritairement d'une seule fleur. L'apiculteur doit être un vrai stratège. Il déplace ses ruches pile au bon endroit, au bon moment, pour une floraison qui ne dure que quelques semaines. De l'autre côté, le miel polyfloral. Lui, c'est le reflet de tout un paysage. Il est issu du butinage sur des dizaines de fleurs différentes. On va plutôt le nommer par son origine. Miel de montagne, miel de printemps, etc. Et cette diversité, c'est un véritable spectacle pour les yeux et pour les papilles. La couleur, c'est déjà un super indice. Un miel de romarin va être presque blanc, très délicat. Un miel de tournesol, bien jaune, vif et fruité. Le châtaignier, lui, donne une couleur à cajou et un goût puissant, corsé, avec une petite amertume très caractéristique. Et le miel de sapin, issu de miella, aura cette teinte très sombre, presque verte, avec des notes boisées qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. La règle à retenir, en général, plus un miel est foncé, plus son goût est intense et plus il est riche en minéraux et en antioxydants. Depuis des millénaires, le miel n'est pas juste un aliment, c'est un remède. En Égypte ancienne, on l'utilisait pour les embaumements. En Grèce antique, on en donnait aux athlètes. Aujourd'hui, la science moderne commence à peine à comprendre et à valider tous ces savoirs ancestraux.
L'usage le plus connu et le plus documenté à travers l'histoire, c'est sans aucun doute le soin des plaies. Des blessures de guerre aux simples brûlures, le miel a été le premier pansement de l'humanité. Mais la question c'est, comment est-ce possible? Comment une substance sucrée peut-elle être aussi efficace? Alors le premier secret, c'est de la physique pure et simple. Le miel est ce qu'on appelle un milieu hypertonique. Avec sa très faible teneur en eau et sa concentration extrême en sucre, il agit comme un aimant à liquide. Quand on l'applique sur une plaie, il va littéralement pomper l'eau à l'extérieur des cellules des bactéries, ce qui les tue par déshydratation. Il les empêche de proliférer. En même temps, il draine la plaie, ce qui la nettoie naturellement de tous les débris et microbes. Le deuxième secret est chimique. D'abord, le pH du miel est très acide, ce que la plupart des bactéries détestent. Mais surtout, il y a une enzyme clé, ajoutée par l'abeille, la glucose oxydase. Au contact de la plaie, cette enzyme s'active et se met à produire tout doucement et en continu de petites quantités de peroxyde d'hydrogène. Oui, de l'eau oxygénée. C'est un antiseptique super puissant, mais comme il est produit à faible dose, il désinfecte sans abîmer les tissus sains qui sont en train de se réparer. C'est ça, le génie de la nature. Et en plus de combattre les microbes, le miel sait aussi calmer le jeu. Il agit directement sur les mécanismes de l'inflammation, un peu à la manière de certains médicaments qu'on connaît bien. C'est pour ça qu'il est si efficace pour apaiser une gorge qui gratte ou calmer une plaie qui chauffe. Et ça, ce n'est pas de la théorie, regardez. Cette image, c'est un pot de miel médical utilisé dans un grand hôpital français, le CHU de Limoges. Là-bas, des médecins l'utilisent depuis des années pour soigner des milliers de plaies très difficiles, des plaies qui ne cicatrisaient pas avec les traitements classiques. C'est la preuve éclatante que ça marche, même dans un milieu hospitalier de pointe. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut soigner? La liste est vraiment longue. Bien sûr, la cicatrisation des plaies, des brûlures, mais aussi les infections ORL comme le mal de gorge ou la toux. L'OMS elle-même le recommande pour calmer la toux chez l'enfant. Et puis, il y a des recherches prometteuses pour les troubles digestifs, la santé des gencives et même pour améliorer le cholestérol. Maintenant, on va aller voir un pays où tout ça, ce n'est pas juste une option. C'est intégré à la médecine officielle. Direction la Roumanie, le pays pionnier de l'apithérapie, c'est-à-dire le soin par tous les produits de la ruche. Là-bas, ce n'est pas une médecine douce, c'est une branche de la médecine scientifique. Imaginez, le tout premier centre médical entièrement dédié à l'apithérapie a ouvert à Bucarest en 1984. C'est intégré dans les formations des médecins qui peuvent prescrire du miel, de la propolis ou même du venin d'abeille comme n'importe quel autre traitement. Et pour comprendre l'impact que ça peut avoir, rien de plus puissant que ce témoignage, celui de Doina. Elle est atteinte de sclérose en plaques et elle dit qu'il y a 1 an, elle ne pouvait plus soulever les pieds. Aujourd'hui, grâce à des traitements au venin d'abeille, elle marche de nouveau. Ça donne vraiment à réfléchir. Voilà une des techniques utilisées là-bas, l'apipuncture. C'est assez impressionnant. Ça consiste à utiliser la piqûre de l'abeille de manière très contrôlée sur des points précis du corps, un peu comme de l'acupuncture, pour traiter des maladies inflammatoires ou neurologiques. C'est un exemple parfait du dialogue entre un savoir ancien et la médecine la plus moderne. Bon, tout ça c'est formidable, mais il y a une condition essentielle, il faut utiliser du vrai miel. Parce que malheureusement, le marché est inondé de faux miel, de produits coupés au sirop de sucre. Alors comment on fait la différence? Comment reconnaître un bon miel? On voit ça tout de suite. Alors, première chose, oubliez les petits tests de grand-mère qu'on trouve sur Internet. Le test de la goutte sur le pouce, la cuillère dans l'eau, l'allumette, ça ne marche plus. Les fraudes sont devenues bien trop sophistiquées. Les seuls vrais garants de la qualité, ce sont des indicateurs objectifs et fiables. En France, par exemple, on a des repères très clairs, les labels officiels. Le label rouge, c'est la garantie d'un goût supérieur. Les labels AOP ou IGP, eux, certifient une origine géographique précise et un savoir-faire local. Et le label AB, le bio, assure que les abeilles ont butiné dans un environnement protégé. Ce sont vraiment les meilleures boussoles. Et là, attention, il faut absolument tordre le cou à une idée reçue. Un miel qui cristallise, un miel qui devient dur, ce n'est pas un mauvais miel, c'est tout le contraire. C'est un processus 100% naturel et c'est même souvent le signe que le miel est pur, qu'il n'a pas été surchauffé, un chauffage qui détruit toutes ses bonnes enzymes. En fait, un miel qui reste liquide pour toujours, lui, il est souvent suspect. Donc si on résume, la checklist pour bien choisir, elle est simple. 1. On lit l'étiquette. On cherche le nom de l'apiculteur, l'origine précise, un label. 2. On observe le miel, sa texture, sa couleur, et on se souvient que s'il cristallise, c'est bon signe. Et 3. On se méfie des prix trop bas. Un miel de qualité, ça demande du travail et ça a un coût.
Alors là, impossible de parler de miel thérapeutique sans parler de la superstar mondiale, le miel de Manuka. Il vient de Nouvelle-Zélande, son prix peut être exorbitant et sa réputation est immense. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial pour justifier un tel engouement? Voilà le programme. D'abord, on va voir ce qui rend ce miel si unique. Ensuite, on décortique la science derrière sa puissance. Après ça, on passe au concret. Comment l'utiliser pour la peau et pour le bien-être intérieur? Preuves à l'appui. Et on terminera avec un petit guide pratique pour bien s'y retrouver. Bon, commençons par les bases. Qu'est-ce qui fait que ce miel est si spécial? D'où est-ce qu'il vient exactement? Imaginez un peu, ce miel ne peut venir que d'un seul et unique endroit sur la planète. Il est produit à partir du nectar d'un arbuste bien spécifique, qui ne pousse qu'en Nouvelle-Zélande. C'est ça qui garantit son authenticité et ses propriétés, d'ailleurs reconnues depuis des siècles par le peuple maori. C'est une différence énorme avec l'Australie, où plus de 80 espèces différentes peuvent donner des miels similaires en apparence, mais pas en efficacité. Mais bon, l'origine, ça n'explique pas tout. Le vrai secret de ce miel, il est au niveau moléculaire. C'est là que la science devient super intéressante. Et ce secret, il a un nom, le méthylglyoxal ou MgO. Retenez bien ce nom, c'est la molécule qui lui donne sa force de frappe antibactérienne. En fait, c'est simple, plus la concentration en MgO est élevée, plus le miel est puissant. C'est un marqueur scientifique, on ne peut pas faire plus clair. Et la façon dont il se forme est juste incroyable. Au départ, dans le nectar, il y a une substance appelée DHA. Et puis, avec le temps, un peu comme un bon vin qui vieillit en fût, le miel mature pendant de longs mois. Et cette DHA se transforme tout doucement en ce fameux MgO. C'est une véritable alchimie naturelle. Alors, comment on s'y retrouve dans tous ces indices? Il y a plusieurs notations, mais celle qui compte vraiment, c'est le MgO, parce que c'est la mesure directe de l'ingrédient actif. Pour un petit coup de pouce au quotidien, un MgO 83+, peut faire l'affaire, mais si on cherche un effet thérapeutique pour agir sur un symptôme, là il faut viser beaucoup plus haut, à partir de 263+ minimum. Bon, à cette théorie, voyons ce que cette science peut faire concrètement. On va commencer par ses effets sur la peau. Pour les plaies et les brûlures, les preuves scientifiques sont assez bluffantes. Des publications très sérieuses, comme le Journal of Wound Care, confirment son triple effet. D'abord, il détruit les bactéries, y compris des souches très résistantes aux antibiotiques comme le SCRM. Ensuite, il maintient la plaie dans un milieu humide, ce qui est idéal pour cicatriser. Et enfin, il calme l'inflammation. Et pour l'appliquer, c'est très simple. Voilà la méthode en 4 étapes. Le point le plus important à retenir, c'est qu'il faut un miel avec un MgO d'au moins 263+, pour avoir un véritable effet thérapeutique sur une plaie. En dessous, ça ne sera pas suffisant. Et pour l'acné, eh bien là aussi, la science nous montre une triple action hyper intéressante. Il tue la bactérie responsable des boutons, il aide à purifier la peau, et surtout, il calme les rougeurs et l'inflammation. C'est là son grand avantage. Il fait tout ça sans décaper ni assécher la peau, contrairement à beaucoup de traitements classiques. Pour un soin anti-acné, le plus simple, c'est de l'utiliser en masque. 5 petites étapes, faciles à suivre. Le secret, c'est de le laisser poser assez longtemps pour qu'il agisse. Et attention, pour une efficacité maximale, on monte d'un cran. Un MgO de 400+ est vraiment recommandé. Mais les bienfaits du miel de Manuka ne s'arrêtent pas à la peau. Loin de là. Regardons maintenant ce que les études nous disent sur son action à l'intérieur du corps, en particulier pour la digestion et nos défenses immunitaires. La recherche montre qu'il est capable de s'attaquer à des bactéries assez coriaces qui peuvent nous causer des soucis, comme Helicobacter pylori, qui est souvent la cause des ulcères d'estomac. Il agit aussi sur Clostridium difficile, responsable de troubles digestifs parfois sévères, tout en apaisant l'inflammation de la paroi intestinale. Pour un vrai soutien digestif, le mot d'ordre, c'est la régularité. La méthode conseillée, c'est une cure, tous les matins à jeûne. 2 points super importants, il faut un miel puissant, donc un MgO 400+ minimum. Et surtout, ne jamais le mettre dans un liquide bouillant. La chaleur détruirait toutes ses propriétés. Et pour notre système immunitaire alors? Bon, au-delà des vitamines et des antioxydants qu'il contient, des études de référence publiées par exemple dans le très sérieux British Medical Journal ont montré qu'il pouvait s'attaquer directement à certains virus respiratoires. Le résultat, c'est une amélioration prouvée des symptômes du rhume, comme la toux ou les mal de gorge. Ok, on a vu la science, on a vu les applications. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Comment on choisit le bon miel et comment on l'utilise correctement pour en profiter au maximum et en toute sécurité? En fait, l'idée à retenir est toute simple. On choisit la puissance du miel en fonction de son objectif. Pour un soutien général au quotidien, un MgO de base suffit. Mais dès qu'on veut cibler un symptôme précis, là, il faut vraiment monter en gamme et choisir une concentration plus élevée. Pour que ce soit encore plus clair, voici un petit résumé super pratique.
Pour un problème de peau comme l'acné ou pour l'estomac, on vise un MGO 400+. Pour affronter un rhume ou en prévention l'hiver, on peut même monter à un MGO 514+, pour un maximum d'efficacité. C'est un peu la feuille de route pour ne pas se tromper. Et on termine avec un point absolument crucial, la sécurité. C'est un produit naturel, mais il est puissant, donc il y a des règles à respecter. Règle numéro 1. Jamais, au grand jamais, pour les bébés de moins d'1 an à cause du risque de botulisme. Ensuite, les personnes diabétiques doivent impérativement demander l'avis de leur médecin. Et bien sûr, si on est allergique aux produits de la ruche, on n'y touche pas. C'est la question qui tue. Est-ce que le Manuka est une sorte d'exception miraculeuse ou est-ce que c'est simplement le miel qui a bénéficié de la meilleure stratégie marketing et de la plus grande attention de la part des scientifiques? Cette comparaison, elle est super importante. Le Manuka est puissant grâce au MGO, c'est un fait. Mais d'autres miels, bien moins chers, ont aussi de propriétés remarquables. Prenez le miel de sarrasin par exemple, qui est très foncé. Des études ont montré qu'il avait une activité antibactérienne comparable et parfois même supérieure à celle du Manuka contre certaines bactéries très coriaces comme le staphylocoque doré, et son pouvoir antioxydant est bien plus élevé. La grande différence, c'est que la Nouvelle-Zélande a investi des fortunes en recherche et en marketing pour le Manuka. D'autres miels, comme ceux de thym ou de châtaignier, sont tout aussi prometteurs. Parce qu'en réalité, l'intelligence de la ruche, ça va bien au-delà du miel. La colonie tout entière est une usine à produits naturels, tous avec des vertus extraordinaires. C'est un véritable écosystème de bienfaits. Jetez un œil à cette pharmacie ambulante. La propolis, cette résine, sert à rendre la ruche plus stérile qu'un bloc opératoire. Pour nous, c'est un antibiotique et un antiviral naturel surpuissant. La cire, la structure même de la ruche, est un émollient fantastique. Le pollen, leur steak végétal, c'est une bombe de nutriments. Et la gelée royale, c'est la nourriture exclusive de la reine, ce qui lui permet de vivre 40 fois plus longtemps qu'une ouvrière. C'est un concentré de vitalité inégalé. Au final, quand on regarde un pot de miel, on ne voit plus seulement un aliment sucré. On voit une pharmacie sophistiquée, un laboratoire de biochimie, le fruit du travail d'une société hyper organisée. Et ça nous amène à une question beaucoup plus vaste. Qu'est-ce que cette intelligence collective peut nous apprendre sur les solutions que la nature détient depuis des millions d'années et qu'on commence à peine à redécouvrir? Ici, c'est de la science de la nature et des protocoles qui marchent. Prenez soin de votre santé en vous abonnant, en mettant un like, en partageant la vidéo et en laissant des commentaires. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens des produits dont on parle dans cet épisode. Il n'y a bien sûr aucune obligation d'achat. N'hésitez pas à cliquer sur les produits même si vous n'achetez pas. Cela permet de soutenir la chaîne. Merci infiniment. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger également le dossier complet anti-âge avec les dernières trouvailles scientifiques sur comment ralentir le processus de vieillissement. À bientôt pour un prochain épisode.